L'analyse des résultats du pré-test et du post-test montre que la classe inversée a un effet positif sur l'apprentissage de la production écrite du compte-rendu objectif en FLE. Principaux résultats du questionnaire adressé aux enseignants. Premièrement, les perceptions des étudiants sur la stratégie de la classe inversée dans l'enseignement-apprentissage du FLE. Donc, le résultat indique que d'après les réponses de la majorité des enquêtés, la classe inversée permet aux étudiants d'apprendre plus efficacement. Toutefois, les réponses de certains enquêtés ont mis l'accent sur les difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre de la pédagogie inversée. Donc, l'indisponibilité des conseillers en technopédagogie est une difficulté principale dans la mesure où le soutien des formateurs enrichit les connaissances des enseignants dans ce domaine du numérique. Deuxièmement, comparaison des étudiants entre la modalité d'enseignement-apprentissage traditionnel de la production écrite en FLE. Le résultat indique que la majorité des étudiants témoignent que la classe inversée est avantageuse pour l'apprentissage de la production écrite par rapport à l'enseignement classique. Donc cela se justifie par le fait que cette pédagogie innovante place l'apprenant dans le rôle de résolveur de problèmes d'apprentissage. Donc elle encourage l'apprentissage actif et interactif. Principaux résultats du questionnaire adressé aux enseignants. Premièrement, l'accompagnement pédagogique des enseignants lors de la mise en place de la classe inversée. La majorité des enseignants à l'université de Béjaïa n'a pas reçu d'accompagnement lors de l'implantation de la pédagogie inversée en période de crise sanitaire. Deuxièmement, difficultés rencontrées par les enseignants lors de la mise en œuvre de la pédagogie inversée. Le résultat indique que la majorité des enseignants a rencontré des difficultés lors de la mise en œuvre de cette approche hybride en période de crise sanitaire. Et l'analyse des cours de l'écrit dispensés en ligne en période de crise sanitaire le révèle bien. Commentaires des enseignants sur les réseaux sociaux sur la mise en œuvre de la pédagogie inversée et l'enseignement hybride en période post-pandémique. Donc, l'analyse des commentaires a montré que certes, la pédagogie inversée a permis d'engager les étudiants dans leur apprentissage. Cependant, la crise sanitaire ne pouvant pas être prédite a révélé que l'université algérienne n'est pas prédisposée à implanter efficacement cette pédagogie hybride. Donc, la mise en œuvre de la pédagogie inversée se confronte d'une part au manque de formation des enseignants à la pédagogie numérique et aux pratiques d'hybridation, et d'autre part, cette pédagogie innovante engendre une tâche de travail supplémentaire pour les enseignants. Donc, les spécialistes dans le domaine de l'innovation pédagogique affirment que la production des cours est chronophage et énergivore, c'est-à-dire que l'enseignant s'y investit plus que dans un cours traditionnel ou classique. Aussi, devoirs non toujours réalisés par les étudiants et accès Internet non disponible. Discussion des résultats de notre thèse. L'ensemble des résultats de notre recherche vient renforcer ceux déjà obtenus dans des recherches sur le rôle de la pédagogie inversée dans l'apprentissage, dans l'enseignement-apprentissage du FLE. Nous citons à titre d'exemple la recherche de Nid Taha, celle de Rimouz, celle de Shahata, de Amr Medjani et Marfia. Donc les aboutissements de notre recherche corroborent ceux déjà obtenus dans des recherches antérieures et qui montrent que la pédagogie inversée a un effet positif sur le développement des compétences rédactionnelles des apprenants en FLE. Nous avons la recherche de Amr Medjani et de Kharra, celle de Hamed Ismail. Donc les résultats de notre recherche ont permis de montrer que la mise en place de la classe inversée se confronte à de nombreux obstacles et qu'il faut fournir les conditions nécessaires pour une mise en œuvre efficiente de cette pédagogie innovante. Limites de la recherche. Donc notre recherche s'est limitée à un échantillon réduit d'étudiants. La contrainte principale de notre expérimentation est liée à la réduction de l'effectif des étudiants et leur absentéisme après la période de crise sanitaire.
celle de post-pandémie. Donc nous avons aussi le manque de formation des enseignants et des étudiants à la pédagogie inversée. Perspectives de la recherche. Les perspectives pour la recherche, nous recommandons aux chercheurs de recourir au logiciel des statistiques inférentielles, SPSS. Donc ce logiciel nous a permis de donner une valeur scientifique aux résultats de notre recherche. Donc il nous a permis aussi de tirer à partir d'un échantillon réduit, de tirer des conclusions et de donner des estimations et des probabilités sur une population mère et une population cible. Mettre à la disposition des étudiants des guides pour enrichir leurs compétences dans le domaine de l'apprentissage inversé, former les doctorants à la méthodologie de la recherche et à l'analyse statistique inférentielle. Les perspectives pour la didactique, nous avons la formation des enseignants et des étudiants à la pédagogie numérique et à la pédagogie inversée, intégrer la pédagogie inversée dans des programmes scolaires et universitaires comme un moyen de penser l'enseignement-apprentissage du FLE. Conclusion. Donc, il est important de souligner que les résultats de notre recherche doctorale ont répondu à la question centrale et ont confirmé nos hypothèses émises au départ. Donc, les aboutissements de la présente thèse mettent en évidence le rôle de la pédagogie inversée dans le développement des compétences rédactionnelles des étudiants algériens de filière française. Cette recherche a permis d'apporter des recommandations qui, à notre avis, permettent d'améliorer la mise en œuvre de la pédagogie inversée dans le contexte universitaire. Donc, ce travail de recherche apporte un soutien bénéfique dans le domaine de la pédagogie numérique et de l'apprentissage de la production écrite en FLE. Donc, je vous remercie pour votre attention et je rends la parole à Monsieur le Président. Merci beaucoup pour cet exposé clair. Donc, je vais vous expliquer comment ça va fonctionner, même pour mes collègues membres du jury. Donc, vous allez prendre note de toutes les remarques, de toutes les questions qui vous seront posées. Vous synthétiserez après, à la fin, et vous donnerez l'essentiel des réponses aux remarques et aux questions qui vous ont été déposées. Concernant les membres du jury, donc, je vous demanderai de bien vouloir exposer l'essentiel de vos remarques, de ne pas trop se concentrer sur les remarques qui concernent les erreurs de langue, etc. Si vous avez des remarques de ce genre, veuillez les transmettre à la doctorante à la fin de la soutenance. Donc, vous avez 20 minutes maximum chacun. On commencera par votre directrice de recherche. Par la suite, mademoiselle Touati Radia, puisqu'elle intervient à distance pour éviter le risque de coupure d'électricité, etc. Ensuite, nous passerons aux autres examinateurs, nos invités, que nous remercions beaucoup pour leur participation à cette soutenance et qui répondent à chaque fois à nos sollicitations pour les doctorants de la Faculté des Lettres et des Langues de l'Université de Béjaïa. Donc, à présent, je donne la parole à votre directrice de recherche. À vous la parole. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. J'essaierai de respecter quand même le temps. Alors, chers membres du jury, chère doctorante, honorable assistance, bonjour. Alors, c'est avec une grande émotion et un immense plaisir que je prends la parole aujourd'hui en tant que directrice de recherche de mademoiselle Boudina Besma à l'occasion de sa soutenance de thèse. Ce moment est sans doute pour toi le couronnement de plusieurs années de travail, de recherche et de réflexion. Il y a 4 ans de cela, Besma a commencé son projet doctoral avec une grande curiosité scientifique
et avec une volonté de contribuer au développement de la pédagogie numérique dans le contexte universitaire algérien en général et celui de Béjaïa en particulier. Et personnellement, je trouve que cette volonté de contribution s'est clairement traduite sur le terrain, dans la mesure où la candidate a réussi à publier plusieurs articles scientifiques dans des revues internationales de catégorie B. Alors, tout au long de son parcours doctoral, Besma a fait preuve d'une détermination sans faille et d'une passion sincère pour la recherche. Franchement, c'est ce qui m'a vraiment marqué durant tout ce parcours doctoral. Et elle a justement cette capacité à surmonter les défis et à s'adapter rapidement, mais vraiment rapidement, aux situations complexes. Et voilà, aujourd'hui, elle nous fournit un travail de très bonne facture, alliant à la fois théorie et pratique. Ce travail n'a pas été facile, certes, mais elle l'a mené avec persévérance, avec beaucoup de courage et surtout avec une soif de comprendre indescriptible. Là, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse pour vous parler un petit peu de mon expérience d'encadrement avec Besma. Et là, je voudrais justement vous faire savoir que Besma était en littérature. Du coup, j'avais en face de moi une doctorante littéraire. Il a fallu que je la mette dans un moule purement didactique. Purement didactique, et ça a été très difficile, et pour moi, et pour elle. Alors, je me rappelle des premières séances d'encadrement qu'on a faites ensemble. Et quand je parlais de protocole expérimental, etc., pour elle, c'était du chinois. Tout simplement parce qu'elle n'était pas initiée à tout ce qui est écriture scientifique et méthodologie de la recherche. Je me rappelle aussi du tout premier résumé qu'elle m'avait envoyé. Et je lui ai fait, quand je l'ai corrigé, plutôt, je lui ai fait plein de commentaires. Pas pour la décourager, bien sûr, mais pour l'initier à l'écriture scientifique. Et lors d'une entrevue que j'ai organisée avec elle, elle s'est mise à pleurer. Elle s'est mise à pleurer. Elle et Mounia, les deux, je me rappelle très bien, elles se sont mises à pleurer. Et elle m'a dit, Madame, c'est très difficile. Je lui ai dit, pas du tout. Il y a un début à tout et à cœur vaillant, rien d'impossible. Et c'était le début de notre aventure scientifique, franchement. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte de la responsabilité que je devais assumer en tant que directrice de recherche, franchement. Je suis partie. Alors, comment remédier à ce problème ? Doctorante en littérature, elle était en littérature, elle n'est pas initiée à l'écriture scientifique et elle n'a pas vraiment le capital de connaissances en matière de méthodologie. Comment j'ai fait ? Donc, je me suis tout de suite focalisée sur la méthodologie de la recherche parce que, en tant que directrice de recherche, en tant qu'enseignante-chercheur avec eux, je suis persuadée que la méthodologie est le cœur palpitant de toute recherche scientifique. Alors j'ai commencé à lui inculquer les normes et les techniques de l'échantillonnage. Je me suis retrouvée en train d'expliquer ce que c'est que la différence entre échantillonnage et randomisation. Comment créer les groupes, comment faire la différence entre représentativité interne et représentativité externe. Je lui ai appris aussi à faire la différence entre variables dépendantes et variables indépendantes et tout ce qui s'ensuit, franchement. Et justement, le choix du test adéquat au type de recherche, et justement elle a pu faire après la différence entre
recherche expérimentale et recherche non expérimentale, recherche descriptive, recherche analytique, une cohorte randomisée, expérimentale, prospective, une étude rétrospective, etc. Et tout ce qui appartient justement au domaine de la recherche. Bon, je ne vais pas trop m'étaler parce que je risque de transformer cette soutenance en cours de méthodologie. Alors, et voilà aujourd'hui, après tout je dirais ce combat, après toute cette aventure scientifique, elle nous fournit un travail de qualité et regardez, là je dois faire le point par rapport à ton travail, Besma. Excusez-moi, mais je dois le dire, c'est la première thèse ici, au niveau de notre faculté, c'est la première thèse sur la classe inversée. Et tout ce qu'elle a acquis et tout ce qu'elle a appris en méthodologie, elle l'a vraiment mis sur le terrain. Et justement, elle a fait des analyses statistiques, inférentielles, etc. avec le logiciel SPSS. Elle a bien choisi le test adéquat, test Wilkinson, test Key2. Elle s'est focalisée sur le test ANOVA pour justement la représentativité externe, etc. Et donc aujourd'hui, elle nous fournit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un travail de très bonne facture. Et rien que pour ça, je te félicite énormément. Et voilà, c'est ce qui fait l'originalité de ton travail, parce que au final, non seulement c'est la première thèse sur la classe inversée, soutenue aujourd'hui au niveau de notre faculté, c'est la première thèse, bon, à ma connaissance, et M. Bektash est là pour me corriger si je me trompe, c'est la première thèse qui comprend des analyses statistiques inférentielles avec le logiciel SPSS. C'est ce qui fait vraiment l'originalité de sa thèse. Et le thème choisi, le sujet de recherche, il s'inscrit, comme elle l'a très bien dit tout à l'heure lors de son exposé oral, il s'inscrit au carrefour de plusieurs disciplines, à savoir la psychologie cognitive, la didactique du FLE et la pédagogie numérique. Alors, comme je viens de vous le dire, l'originalité de sa thèse, son approche novatrice, ses analyses pointues, ses résultats significatifs témoignent non seulement de sa compétence scientifique, mais aussi et surtout de son engagement profond envers la recherche. Effectivement, tout au long de toutes ces années de recherche, elle a pu se forger cet esprit critique qui, comme vous le savez très bien, est indispensable pour avancer dans une recherche scientifique. Mais ce qui m'a plu chez elle, c'est qu'elle s'est forgée cet esprit critique tout en étant humble, tout en ayant cette humilité qui lui a permis d'écouter, de questionner et d'améliorer sans cesse et continuellement ses travaux. Je suis extrêmement fière aujourd'hui de l'avoir accompagnée tout au long de cette aventure scientifique. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Franchement, je suis non seulement fière, mais je tiens vraiment à te féliciter pour la qualité de ce travail, tout simplement parce que tu as beaucoup travaillé, tu as bûché nuit et jour et tu mérites ce succès. Donc, je te souhaite tout le succès que tu mérites et je suis persuadée que ce n'est que le début d'une carrière brillante, pleine de découvertes et d'accomplissements. Merci pour tout ce que tu as accompli et félicitations pour ce parcours doctoral remarquable. Et je voudrais prendre un moment pour remercier chaleureusement les membres du jury d'avoir accepté de participer à cette soutenance et pour leur implication dans l'évaluation de cette thèse. Leur expertise et leur retour seront sans nul doute précieux pour enrichir davantage la réflexion scientifique de Besma. Monsieur le Président, je vous rends la parole. Merci beaucoup pour ces détails concernant le parcours de la doctorante. Justement,
C'est ce qu'il fallait relater dans une soutenance, parce que parfois, nous, en tant que membres du jury, on ne sait pas dans quelles conditions s'est déroulée la scolarité universitaire de la doctorante ou du doctorant. C'est très important de savoir si la doctorante ou le doctorant était assidu, qui répond et travaille, etc. Donc, merci beaucoup pour ces détails. À présent, je vais donner la parole à mademoiselle Touati pour faire son intervention de chez elle. Malheureusement, donc, elle n'a pas pu être parmi nous pour des raisons de santé. Nous te souhaitons un prompt rétablissement. À vous la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Je commencerai par faire une question du hasard. Le hasard a voulu que le doctorat de thèse se fasse à distance. Moi qui ai consacré ma carrière à l'étude des technologies de formation et de communication pour l'enseignement apprentissage à distance du flux, voilà, première soutenance de thèse à distance. C'est une immense fierté pour moi de voir mon université évoluer à une vitesse grand V au niveau technologique, pratique, au niveau de la pédagogie, notamment l'enseignement. C'est une fierté pour la faculté qui avance et on essaie de le dire. C'est pourquoi aujourd'hui je ne peux que remercier mon université, mon faculté, un avancement grandiose effectué dans ce sens qui nous permet à nous et sans pousser à d'avoir un contexte d'études favorable pour engager ce type de recherche. Je suis également très contente de faire partie de ce jury de soutenance composé de collègues fidèles à l'université et à la recherche concernant donc les technologies d'information et de communication pour l'enseignement des langues. Je souhaiterais également rebondir sur la remarque de ma collègue Yara concernant le choix du sujet de Basma. Effectivement, le défi du sujet de Boudina fut donc de choisir un sujet original, sachant l'avancement important des technologies. Donc, s'engager dans une recherche impliquant les TIS fait peur, fait très peur. Très rare à travailler sur les technologies d'information et de communication dans l'enseignement du flux. Ça fait peur. Pourquoi ça fait peur? Simplement parce que l'étudiant arrive avec une utilisation réduite de la technologie en tant qu'apprenant. Une fois impliqué dans l'étude, il doit savoir utiliser cette technologie non plus comme apprenant, mais comme formateur. Et là, les outils sont complètement différents. Et surtout, il n'a pas beaucoup de temps pour maîtriser ces outils. Il faut qu'il les maîtrise, qu'il sache les utiliser dans le cadre d'une expérimentation scientifique. Donc là, c'est un défi. C'est pour cela que je de sa recherche. Ce n'était pas facile. Deux choses. Avoir un équilibre entre la didactique, la théorie sous-jacente et la technologie, la maîtrise et la théorie sous-jacente. Combiner tout ça, c'était très difficile. Donc, vous avez mené jusqu'au bout votre projet et aujourd'hui, je ne peux que vous féliciter pour votre travail et d'avoir pu le mener jusqu'au bout. Voilà. Donc, en s'appuyant donc sur des études menées au sein des universités algériennes en particulier et dans le domaine d'enseignement apprentissage de l'étude existante, Basma met en exergue les limites d'une approche purement distancielle et magistrale de l'écrit, n'est-ce pas? Ce constat l'amène à proposer l'intégration de la classe inversée comme dispositif hybride adapté à la formation du flux dans les cours de niveau L2. Là réside toute l'originalité de votre étude. Vous ne vous consacrez pas uniquement au e-learning, mais à la classe inversée comme dispositif de formation, comme méthode de travail, impliquant de la technologie pour l'enseignement du FLE. Voilà donc toute l'originalité de votre problématique. Alors, pour ce faire, vous avez mobilisé les théories principalement de Marcel Lebrun afin de formuler une problématique originale visant à démontrer le dynamisme, l'efficacité et l'innovation qu'apporte la création d'un environnement d'apprentissage
actif pour la production écrite en L2, plus fondée sur le principe de résolution de problèmes, ce qui rend l'apprenant plus actif, n'est-ce pas? Donc, l'étude s'inscrit pleinement dans le domaine de la didactique, de l'écrit et du numérique. Il s'agit de recherche-action de type expérimental qui vise une innovation dans les pratiques pédagogiques et s'inspire d'études d'actualité. Sans vouloir trop revenir sur votre problématique hypothèse que vous avez si bien présentée, je remets juste l'accent sur le fait que durant des années d'investigation, vous vous êtes attelé à démontrer et expliquer, vérifier l'impact de la classe inversée sur l'enseignement-apprentissage de la production écrite en flux dans le contexte universitaire algérien. Et vous vous êtes consacré à ça durant une période très sensible, celle du Covid-19. Une période où c'était carrément le vide, on ne se voyait pas, on ne pouvait pas se voir, et donc il fallait se contenter uniquement de la technologie, n'est-ce pas? Franchement, c'était courageux. Donc, vous avez ainsi formulé votre problématique à laquelle vous avez ajouté des questions subsidiaires afin d'orienter votre recherche. Et donc, pour répondre à ces questions, vous avez des hypothèses que vous avez hiérarchisées en deux hypothèses et dans deux axes principaux, ce qui est vraiment formidable parce que ça nous aide, ça nous permet de vous lire de manière facile et de vous accompagner dans votre évolution du problème. Très bien. Donc, pour ce qui est de la méthodologie, donc afin de vérifier vos hypothèses et répondre à votre problématique, vous avez procédé à la répartition de vos hypothèses en 5 chapitres relativement équilibrés. Pourquoi je dis relativement? Parce qu'en effet, la partie consacrée à l'étude expérimentale est plus importante que la partie consacrée à la méthodologie et la théorie. Ce qui est bien à mon sens, pourquoi? Ça renseigne sur la richesse de l'enquête et des résultats obtenus. Vous vous êtes principalement consacré sur l'étude de terrain et non trop sur la théorie. On n'est pas dans le patchwork de citations, etc. On est plus dans la récolte de données sur le terrain, n'est-ce pas? Donc, c'est ce qui fait toute la valeur de votre étude. Ensuite, donc, le chapitre 1 et 2 et 3 ont été réservés à l'exposition des orientations théoriques visant à définir la classe inversée, très peu connue, ou peut-être utilisée sans qu'on sache véritablement que c'est la classe inversée. Hein. Mais vous la décrivez, vous me permettez de mieux comprendre ce que c'est qu'une classe inversée. Et puis, j'insiste, votre thèse est écrite de manière tellement agréable à lire que j'ai eu le plaisir à la lire plus d'une fois. Alors, donc, les caractéristiques donc, et l'impact sur l'enseignement, c'est ainsi que les difficultés signalées dans les études antérieures quant à l'apprentissage de l'écrit du FLE à distance. Aussi, donc, vous avez choisi au chapitre 3 d'énumérer les difficultés rencontrées lors de l'implémentation du dispositif inversé à l'université de Bédouina, sans doute afin d'anticiper les limites de l'expérience que le manque de formation des enseignants dans la pédagogie inversée consiste, le manque de motivation chez les étudiants, c'est ce qui est très important, les difficultés à gérer les interactions avec les enseignants en mode asynchrone, gestion du temps par les étudiants lors de l'apprentissage à distance, et enfin la résistance au changement et à la technologie. À ce sujet, et à la lumière des lectures effectuées au terme de votre investigation, quelles sont les raisons, selon vous, de cette résistance? Est-elle plus significative chez les formateurs ou chez les apprenants? Et toujours, selon vous et votre expérience de recherche et d'investigation, la classe inversée peut-elle aider à surmonter cette résistance? D'accord? Ensuite, donc, dans le chapitre 4 et 5, ils sont consacrés donc, à l'étude expérimentale menée par la doctorante. En effet, le protocole expérimental adopté par la candidate est une rigueur exemplaire. Afin de démontrer l'effet de la classe inversée sur l'apprentissage de la pratique rédactionnelle en contexte universitaire en particulier, PESMA s'est appuyé sur un nombre important d'études. Je ne compte pas les citer, elles sont déjà dans la thèse, à l'exemple de Stéphane Prunel, Miled, Legros, Marcel Lebrun, Macharbet, etc. Donc, beaucoup d'études, n'est-ce pas, qui n'ont fait qu'enrichir ces références bibliographiques. Par ailleurs, elle a convoqué des références théoriques d'actualité
et pertinente en adéquation avec la problématique analysée. Elle a diversifié ses sources bibliographiques, convoquant tantôt des ouvrages scientifiques, tantôt des articles scientifiques, en passant par des thèses, tout en veillant scrupuleusement à maintenir une cohérence constante avec le sujet de son investigation. Ceci étant dit, je regrette que vous n'ayez pas eu recours à ma thèse qui traite de l'enseignement à distance à travers donc l'ETSIS dans l'enseignement de l'écrit à l'université de Béjaïa, ce qui aurait pu apporter un plus dans le cadre donc de votre investigation. Bref. Je continue donc. L'expérience menée par ESMA met en scène 42 étudiants. Moi, je vous le dis, selon Lebrun, c'est largement suffisant. Un groupe de 25 pour une étude expérimentale, c'est suffisant. Donc, dans votre cas, vous avez 2 groupes, expérimental et témoin, c'est suffisant. D'accord? Donc, elle s'inscrit en licence de l'université de Béjaïa durant l'année pédagogique 2022-2023. 2 groupes, un témoin et un expérimental, c'est ce qu'il faut pour une étude expérimentale. Le profil a été des étudiants est présenté et justifié. La description de la démarche adoptée, c'est bon, c'est fait en page 116. Description du matériel exploité en adéquation avec les besoins de l'étude. Support pédagogique présenté en adéquation avec les objectifs visés par la candidate, à savoir les textes, les capsules vidéo dans la classe inversée, etc. Les quiz aussi, puisqu'il faut rendre l'apprenant actif. Le questionnaire de satisfaction adressé tant aux enseignants qu'aux apprenants, démarche recommandée par Marcel Lebrun. Et une grille d'évaluation inspirée du modèle Heiss et Flowers en cohérence avec les objectifs. Et enfin, analyse des données recueillies par SPSS. Je réponds simplement à ma collègue, j'ai déjà utilisé pour ma thèse SPSS pour l'analyse des données obtenues. Enfin, Poudina, après cette étude, vous récoltez des résultats. Vous les avez cités tout à l'heure. À l'exemple donc, de propositions sélectionnées HG reformulées, planification du compte rendu objectif, ça c'est très très bien. Analyse des idées sélectionnées, les idées sélectionnées jugées moyennes, donc les résultats, effectivement, corroborent l'idée que le recours à la classe inversée permet à l'apprenant de réaliser une production plus satisfaisante qu'une classe classique, n'est-ce pas? Il n'utilise pas la classe inversée. Donc, pour ne pas perdre trop de temps, je vais passer très rapidement sans vouloir reprendre les idées que vous avez déjà exposées. Enfin, pour ce qui est de votre conclusion, vous nous avez offert vous avez réitéré votre problématique, réexposer vos hypothèses, histoire de nous remettre dans le bain et de rappeler l'objectif de votre étude, ainsi que la méthodologie rigoureuse que vous avez appliquée en vue de valider ou d'infirmer ces hypothèses. Au terme de votre investigation, vous êtes en mesure de confirmer que l'implémentation du dispositif hybride classe inversée conduit les apprentis scripteurs à élaborer des comptes rendus de qualité supérieure du point de vue méthodologique, sémantique et de la forme textuelle, ce qui est très bien. Et ça concerne également le dispositif que vous avez mis en place. Il n'y a pas uniquement la classe inversée, mais également le dispositif que vous avez mis en place, n'est-ce pas? Par ailleurs, donc, vous avez procédé à une rétrospective articulée de façon rigoureuse et cohérente en traçant méthodologiquement les diverses phases jalonnant la progression de votre investigation, ainsi les résultats de pré- et post-test de l'expérimentation du scénario pédagogique inversé et le questionnaire de satisfaction retient les résultats, donc on retient les résultats suivants. Le rôle de la pédagogie inversée dans l'activation du processus de planification et de mise en mots de l'activité réflexionelle en L2, ce qui est bien. L'apport de l'interaction entre les pairs dans les résolutions des situations problèmes. L'implication des étudiants dans l'apprentissage d'une activité, c'est super, n'est-ce pas? D'activité répondue, quoi d'autre? La construction des connaissances méthodologiques et sémantiques et linguistiques est nécessaire à la production du compte rendu. Maintenant, je reviens à quelques remarques que je vais vous faire. J'aimerais vous poser une question concernant la structure adoptée pour l'édition
et la mise en ligne du cours. Je ne parle pas du côté technique, la structure du scénario pédagogique et surtout comment vous avez réussi à séparer le distanciel du présentiel dans le scénario pédagogique. D'accord? Très bien. Vous avez parlé, vous avez axé vos activités principalement sur la travail collaboratif entre les apprenants. Et pour cela, vous avez utilisé la plateforme module de l'Université de Béjaïa. Dans la plateforme de l'Université de Béjaïa, il y a un outil qu'on appelle Wiki. Et c'est un outil de rédaction collaboratif. Pourquoi vous ne l'avez pas utilisé comme outil exercice, d'autant plus qu'il présente des possibilités d'évaluation plus intéressantes que ces écrits où il s'agit de parler, etc. Tout est écrit sur la plateforme. Pourquoi vous n'avez pas utilisé le wiki? En page 147, vous avez parlé de quiz informatisé, mais j'imagine que là, vous parlez de quiz mis en ligne, quiz numérisé, n'est-ce pas? Aussi, j'ai une autre question. Pour quelle raison avez-vous choisi de recourir aux réseaux sociaux et aux blogs afin d'échanger avec les enseignants? Pourquoi vous ne vous êtes pas contenté de la plateforme qui présente des outils synchrones et asynchrones pour communiquer, échanger? Et la question concernant la résistance au changement, je pense que je vous l'ai déjà posée plus haut. Donc, voilà. Donc, c'est que remarquant, sachant rien la qualité de cette thèse, bien au contraire, je l'ai est très bien faite, bien menée, du début jusqu'à la fin, très agréable à lire et surtout, elle me donne de l'espoir d'avoir enfin une collègue avec qui travailler et développer le côté enseignement en ligne du FLE dans notre université avec tous les outils que nous avons. Un autre cerveau, ça, il est le bienvenu. Donc, ces quelques remarques sachant bien la qualité de cette thèse représentent une contribution essentielle au développement du e-learning en particulier dans le domaine de l'enseignement et de l'apprentissage du FLE. Je suis persuadée que le débat qui va suivre apportera des éclairages utiles pour affiner l'approche et déterminer les meilleures modalités d'intégration du modèle classe inversée dans les formations en licence de français et d'autres niveaux. Je vous remercie pour votre présence. Je remets la parole à Monsieur le Président en vous remerciant tous pour votre écoute. Merci beaucoup pour votre intervention et l'intervention de votre canari. Vous avez un canari qui n'a pas cessé de... Voilà. Donc, je vais donner la parole au professeur Mniglat. Mais j'ai oublié de signaler que cette soutenance est diffusée sur notre page. Donc, vous êtes suivi sur la page de la Faculté des Lettres et des Langues. D'accord? Merci. Merci, Monsieur le Président. D'accord. Bon. Bon, merci, Monsieur le Président. Bonjour tout le monde. Donc, au préalable, je tiens à remercier Madame Skran d'avoir pensé à moi, de m'avoir invité à faire partie de ce jury, de m'avoir intégré à ce jury. Et je tiens à remercier toujours l'Université de Béjaïa. D'ailleurs, les travaux que sont soutenus ici, c'est des travaux de qualité. Donc, pour le choix du sujet, il est vraiment intéressant, il faut le dire. Sur le plan théorique, énormément de travaux ont été menés, mais concernant l'application de la démarche de la classe inversée, surtout ici en Algérie, c'est vraiment, bon, à mon sens, d'après ce que j'ai, ma propre expérience, ma petite expérience, personnellement, je n'ai pas rencontré de recherche de terrain sur cette thématique. Donc, les raisons sont évidentes, bien sûr, pour moi, elles sont évidentes. C'est une démarche qui exige une application et une prise en charge de la coordination entre plusieurs paramètres sur le plan didactique, sur le plan pédagogique, sur le plan scientifique. Nous savons que, comme le dit Morin, le phénomène d'étude, un phénomène d'étude, quel qu'il soit, il est constitué de composantes inséparablement associées. Ce qui fait le fait de séparer une composante et essayer d'arriver à des résultats, c'est toujours délicat. Donc, à vrai dire, mademoiselle Moudina a pris un risque.
Elle s'est aventurée dans une thématique un peu difficile à cerner, mais elle a réussi quand même à relever le défi. Je pense personnellement qu'elle a réussi, bien sûr, même si, je vais le dire par la suite, il y a des insuffisances ou, à mon sens, j'ai rencontré certaines incompréhensions de certains procédés déployés par mademoiselle Boudina. Bien sûr, c'est justifié par la complexité de ce terrain. Donc, une fois encore, je félicite la candidate pour l'effort et la justesse dans l'exécution, notamment du volet pratique. C'est un travail énorme. Je vous félicite pour le travail. Je passe aux remarques. Maintenant, je vais structurer mes remarques en deux. Il y a des remarques de forme et des remarques de contenu. Bien sûr, les remarques que je vais donner, c'est de la complémentarité, ce n'est pas vraiment des critiques. Donc, pour la forme, vous avez un sommaire, par exemple, sur 2 pages. Généralement, le sommaire, c'est sur 1 page. Vous avez un problème de numérotation. Il n'y a pas de numéro de chapitre, donc à chaque fois, les mêmes numéros qui reviennent dans tous les chapitres, 1, 2, 1, 2, c'est pour ta confusion. Donc, il faut numéroter avec les points avec les chapitres. Vous avez également les citations. Vous citez à chaque fois les prénoms, les initiales du prénom. Donc, dans le corps de la thèse, il faut se contenter des noms. À la rigueur, à la fin, vous pouvez citer les initiales du prénom. Et je ne sais pas pourquoi vous citez les noms avant la citation. Normalement, c'est à la fin. Je ne sais pas si c'est les conditions de Bijaya, je ne sais pas. Donc, les titres, parfois les titres, sous forme de titres, on développe pas. Vous avez les titres en un seul mot. C'est-à-dire, il n'y a pas les titres, généralement, il faut les présenter sous forme de phrases ou bien de phrases interrogatives pour attirer Il y a des titres sous forme de mots. Et il y a des titres également que vous développez en un seul paragraphe. Donc, ce n'est pas vraiment pratique. Par exemple, le titre méthode, participant. Vous me dites titre méthode. Ça, ce n'est pas vraiment un titre. Participant. Et vous faites parfois suivre 2 titres directement. Peut-être toujours, il faut faire une présentation des titres que vous donnez. Parce que c'est une thèse, il y a une ligne de recherche qu'il faut respecter. Vous avez. Donc, ça porte à confusion parce que c'est des titres flous quand il s'agit d'un seul mot, donc généralement il est flou. Maintenant, je parle à l'essentiel. Je vais essayer de synthétiser les points les plus importants parce que là, c'est important. Bien sûr, j'attends des explications si c'est possible. Je passe à la forme, le contenu de cette thèse. Donc, vous avez évoqué les concepts de représentation, page 54 par exemple. Vous analysez avec un questionnaire, donc que vous avez vérifié sur le terrain. Et travail collaboratif également, page 10, page 11, comme objectif de cette recherche. Vous dites même à la page 49 l'effet du travail collaboratif, mais il ne figure pas dans votre intitulé. C'est des concepts de base que vous avez vérifiés sur le terrain, mais le titre de votre thèse n'évoque pas ces concepts. Ni dans votre questionnaire de départ, ni dans votre cadrage théorique. Il n'y a pas de définition, il n'y a pas d'ajustement, il n'y a pas de cadrage théorique pour les concepts de base de cette, comme les représentations par exemple. Donc on trouve uniquement pour le travail collaboratif, on trouve uniquement dans vos hypothèses. Donc à chaque fois que vous évoquez un concept, représentation, travail collaboratif, vous le faites suivre d'une série de questions qui n'ont rien à voir avec la question de départ et votre thématique. Donc la recherche, vous avez une question de départ, il faut essayer de vérifier cette recherche à travers 2 hypothèses. Mais à chaque fois, il y a des questions, à la fin des chapitres, vous donnez des questions, je ne sais pas pour quelle raison vous donnez des questions, ce n'est pas un livre théorique. Donc par ailleurs, je ne comprends pas pourquoi vous formulez une hypothèse sur des échanges entre pairs. C'est ça? Sauf si vous ne considérez pas l'échange comme base du travail collaboratif. Donc, vous avez 2 hypothèses, une qui traite de travail collaboratif. Et, je vais revenir sur la structure après. Donc,
Parce que là, quand vous parlez de travail collaboratif, mais vous travaillez en binôme. Quand on parle d'un travail collaboratif, en didactique, c'est un concept. Donc on ne peut pas vraiment travailler en collaboration avec deux. Parce que dans la notion, bien dans le concept de collaboration, il y a le rôle. Il faut attribuer un rôle. Sinon, si on n'attribue pas un rôle aux membres du groupe, ça sera travailler individuellement dans un groupe. Et ce n'est pas l'objectif. Il faut assigner un rôle à chaque membre. Donc comment travailler en groupe avec deux personnes? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous évoquez parfois des concepts qui ne font pas partie du travail, mais que vous n'expliquez pas en note de bas de page. Par exemple, le socio-constructivisme, constructiviste, ou bien il y a d'autres concepts que j'ai évoqués par que vous n'expliquez pas en bas, qui ne font pas partie de la recherche, mais il faut expliciter dans quel sens vous les avez exploités. Vous dites également contexte universitaire algérien. Mais vous avez mené votre enquête ici à Béjaïa, je pense. Et à chaque fois, vous dites algérien, mais Béjaïa, ce n'est pas l'Algérie. Donc, il fallait dire, voilà, sur le plan méthodologique, vous avez mené une enquête ici à Béjaïa, il faut dire Béjaïa. Parce que j'ai trouvé du début jusqu'à la fin, algérien. Il y a aussi ici un problème d'utilisation de ces... Bon, je vois ici le littéraire, donc ça c'est justifié. Vous dites... Connaître, comprendre, appliquer sont des processus de bas niveau. Donc, si vous considérez comprendre comme un processus de bas niveau, donc là, on n'est pas en didactique. Et analyser, évaluer, créer sont des processus de haut niveau. Bon, si je commence à vous définir ce que veut dire comprendre ici, ça va prendre des heures et vous allez voir que comprendre, ça nécessite énormément de processus de haut niveau. Donc là, c'est... Vous dites également à page 49, nous tentons dans notre travail de recherche de valider une approche. Je pense expérimenter la démarche, pas la valider. On ne sait pas. Donc il faut utiliser les mots qui... La même chose, vous utilisez le mot à la page 55 à 2 reprises. Vous dites, nous avons montré que la classe inversée. Nous avons montré que l'enseignement hybride. Je ne pense pas que vous avez montré. Là, vous avez cité des travaux dans le cadrage théorique, sauf si vous les avez expérimentés vous-même pour dire que nous avons montré. Vous citez des travaux. Donc, il n'y a pas eu de... Page 59, un concept clé de votre recherche, à savoir compétence scripturale. Là, c'est important. Ou la rédaction écrite. Vous avez fait un travail sur la rédaction écrite. Vous avez expérimenté deux phases d'un modèle de I.C. Flower. Donc, vous y avez consacré 2 conditions. Bon, vous y avez consacré 2 définitions. Une définition de Louise Daben à la page 73, je pense, et une autre définition de Kuk y K. Donc, vous citez la planification, la mise au mot. Ces 2 étapes du processus de I.C. Flower en production édite que vous n'avez même pas abordé dans le cadrage théorique. C'est juste à la page 83 que vous évoquez les étapes sans donner leur origine. Et dans la partie méthodologique, à la page 122, vous évoquez le modèle de I.C. Flower comme base. La page 58, nous trouvons un titre « Difficulté d'apprentissage de la production écrite en mode distanciel ». Or, les 3 pages qui ont suivi ce titre, vous vous contentez de citer des travaux sans contenu qui ont évoqué la difficulté. Quelles sont ces difficultés? À quel niveau? Sur quel plan? Vous dites la même chose en 3 pages. Donc, je ne vois pas l'utilité de mentionner des travaux sans dire ce qu'ils contiennent comme information sur les difficultés. Aucune progression dans l'information. Ça, je parle du titre de la page 58. Page 65, souvent dans votre partie théorique, des renvois à la méthodologie, le dispositif, le public. Or, ce n'est pas l'endroit, je pense pas qu'il y a 2 parties, il y a partie théorique, partie pratique. Donc, si vous les mélangez, si vous faites une présentation imbriquée, il faut le dire à l'avance. Il y a 3 façons de présenter. Soit vous présentez la partie théorique, partie pratique, soit partie théorique, partie pratique, partie théorique, partie pratique. Il ne faut pas mélanger dans des endroits, non.
Vous terminez votre introduction. Bon, à chaque fois, vous terminez vos chapitres avec des questions. Donc ça, c'est à vérifier. Là, les composantes de la planification, sélection des idées, pertinence, hiérarchisation et formulation. D'où viennent ces traits que vous avez tirés, que vous avez utilisés dans votre grille? Vous avez cité des critères. D'où viennent ces critères? Vous n'avez pas mentionné. Page 119. Votre note de bas de page, vous dites « Seuls les étudiants de département de français peuvent accéder ». Donc, personnellement, moi, je ne fais pas partie de l'université du Bijaya. Comment voulez-vous que j'expertise un travail dont je n'ai pas accès? C'est un travail scientifique. Imaginez que quelqu'un d'autre va consulter ce travail. Comment il va vérifier, comment il va lire? S'il ne fait pas partie de l'université du Bijaya. Ça, c'est la note de bas de page. Page 121. Il n'y a pas de questions. Vous parlez de questions sur la vidéo. Il n'y a pas de questions. Je n'ai pas trouvé de questions. Page 125, vous faites un rappel du cadrage théorique. On ne fait pas un rappel d'un cadrage théorique dans la partie méthodologique. On fait des renvois. Mais il ne faut pas faire un rappel. Sinon, c'est du remplissage. Il faut voir partie, telle partie. Il ne faut pas redire la même chose, des choses que vous avez déjà expliquées dans la partie théorique. Toujours page 125, vous dites, nous sommes appuyés sur des principes de la didactique cognitive de la production. Mais dans votre cadrage théorique, aucune mention sur ces principes. Vous parlez de principes, vous avez appelé ça principe de la didactique cognitive. Mais je n'ai pas trouvé ces principes-là dans la partie théorique. Vous dites également, page 126, en parlant du modèle de I.C. Flower, que c'était un modèle de base. Donc, or, vous n'avez pas expliqué ce modèle, et j'ajoute que ce même modèle a été amélioré en 1987, et plusieurs modèles ont été présentés par la suite, les modèles de 87, les modèles langue étrangère de Zimmermann, de Skardarmaria. Il y en a énormément de modèles en langue étrangère que vous n'avez pas cités, que vous n'avez pas exploités. Donc, I.C. Flower, déjà, Flower, il a critiqué son propre modèle 7 ans après. Donc, se contenter uniquement d'un seul modèle, au moins, il faut le mentionner. Page 129, les hypothèses au milieu de la partie, alors qu'elles sont déjà données dans l'introduction. Pourquoi vous avez redonné à la fin de la partie, vous avez écrit les hypothèses. Page 130, vous avez ajouté à votre étude contexte universitaire plurilingue. Ici, M. Bektash, il est de la spécialité. On sait que le plurilinguisme, c'est un concept. Donc, si vous l'ajoutez, il faut le cerner. Ce n'est pas comme ça qu'on ajoute des concepts. Vous avez à la page 142, vous avez évoqué la variable indépendante et dépendante. Donc, vous avez fait le choix de la démarche expérimentale. Il fallait la préciser au début de votre protocole. Vous parlez garçons et filles. Ce critère n'est pas pris en considération. Donc, pourquoi les séparer? Sauf si vous traitez après, comme quoi les garçons, voilà les résultats pour les garçons, voilà les résultats pour les filles. Sinon, pourquoi les départir? Pourquoi dire qu'il y a des garçons et des filles? Vous dites également dans votre conclusion, contrairement à d'autres recherches, nous avons mentionné des points négatifs. Dans ce cas, il faut préciser quelles sont ces recherches, sauf si vous avez consulté toutes les recherches. Et à mon avis, il ne faut pas dire négatif, il faut utiliser le mot insuffisance. Négatif, c'est un peu, les insuffisances. Donc, en gros, les activités proposées sont pas contextualisées ou l'expression écrite. Il faut contextualiser les activités. Vous avez présenté des activités qui ne sont pas contextualisées. Donc, il ne faut pas être dans vos propos, il ne faut pas dire que voilà, c'est un travail à 100% sûr, ou bien, il faut dire que c'est des propositions, ça reste des propositions. Les concepts développés à expliquer, les grades d'analyse également. Je pense la technodidactique ou bien le matériel numérique ici, il a pris c'est-à-dire vous avez donné énormément d'importance au numérique au détriment de la didactique. Or, vous êtes en didactique. Donc, la numérique, il faut l'utiliser pour améliorer l'activité en classe, pas le contraire. Bon, ici, vous citez la cohérence, alors que la cohérence est un concept, et là, il y a des
les règles, il y a des critères pour la cohérence que vous n'avez pas cités, une expression écrite. Donc, ça, c'est juste des remarques d'ensemble. Ça, bien sûr, ça n'impacte pas sur la qualité que je considère supérieure de ce travail, juste qu'à l'avenir, il faut cerner les concepts d'une façon plus... Il faut s'investir plus dans la présentation des concepts. Voilà. Je remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour toutes ces remarques. Répondre à toutes ces questions. Ça va nous aider, nous tous, donc à cerner votre thématique. C'est normal, un travail de recherche est sujet à des questionnements, des questions, des critiques, etc. C'est à vous maintenant de savoir comment argumenter vos choix théoriques et méthodologiques. Donc, je vais donner la parole au Dr Sissaoui pour une dernière intervention, donc avant l'intervention du président. À vous la parole. De m'avoir invité à cette séance et j'ai le grand plaisir d'assister ici à Bigère pour la 3e fois, je crois. Je remercie également la doctorante Bessema Boudina pour sa prestation orale, sa diction, sa maîtrise du sujet, d'avoir présenté de manière synthétique le travail. On a bien donc compris à travers les diapos tout à l'heure les grands axes de votre travail. Je dirais de manière générale que j'ai le grand plaisir de lire votre travail, c'est très intéressant. Et puis on apprend tout le temps. Moi j'apprends quand j'examine une thèse de doctorat, je dis j'apprends avec les doctorants et chaque fois donc on nous oriente vers des pistes de recherche auxquelles peut-être on ne pense pas. Donc moi je ne vais pas rebondir sur certaines critiques que j'ai soulevées, ont été soulevées par mon collègue Benguelet, mais je dirais pour vous réconforter, elle est normale, c'est une recherche, on ne peut pas tout faire. Une recherche, on oublie certaines choses, certains points importants quand on est impliqué dedans, et même avec la zéro-chose, on est impliqué dedans, il fallait toujours un point de vue de l'extérieur. C'est lui qui va rajouter ce qui manque. Et ce ne sont que des points de vue de toutes les manières. On développe des points de vue, d'autant plus qu'il s'agit des sciences humaines. Donc les remarques, ce ne sont que des remarques qui pourraient éventuellement apporter un plus pour la thèse de doctorat qu'on examine et qu'on expertise. Mais je dirais, je suis très satisfait, moi, d'avoir lu ce travail parce que moi également, je suis un petit peu sur mes travaux de recherche inscrits dans la psychologie cognitive. J'ai beaucoup travaillé sur la production de l'écrit en contexte universitaire et en particulier à l'université de Gégel, là où je travaille. Donc ça m'a permis peut-être de développer mes idées et pourquoi pas aussi de mener d'autres recherches dans ce sens. Donc là, vous nous orientez également vers une piste de recherche auquel peut-être je n'ai pas pensé au début. Donc, la recherche de mademoiselle, je ne sais pas, c'est madame, mademoiselle, donc la thèse intitulée « Classe inversée », quel impact sur l'apprentissage de la production écrite en FLE en contexte universitaire algérien. Donc, la recherche s'inscrit dans le domaine de la didactique du FLE, et elle s'appuie sur le domaine, sur les données de l'ingénierie pédagogique, de la pédagogie différenciée, de la psychologie cognitive et de la pédagogie numérique. Déjà, quand j'ai lu le travail, je me suis posé la question, c'est comment justement cette doctorante elle a pu articuler ces différentes théories au profit d'une pédagogie innovante. C'est comment savoir tirer profit des théories et en faire un travail de doctorat sur la production de l'écrit. Et là, c'est un courage de votre part. Je salue votre courage d'avoir abordé un travail doctoral qui est au carrefour de plusieurs théories. Ce n'est pas facile du tout
Donc, on passe la psychologie cognitive déjà, c'est un domaine assez vaste. Le numérique, est un domaine assez vaste. L'ingénierie pédagogique, c'est un domaine assez vaste. C'est le fait donc de savoir tirer profit de toutes ces théories, ces modèles théoriques pour en faire, ou pour aboutir à un travail de doctorat, je dirais, de grande qualité, et un travail de doctorat qui va apporter un plus pour les doctorants et pour tout le monde, pour toute personne qui s'intéresse à la pédagogie numérique. Donc, tel que son nom l'indique, il s'agit d'une formation hybride à distance et en présentiel par rapport à la mise en place d'une compétence rédactionnelle. Et donc, par opposition, d'ailleurs vous l'aviez souligné dans votre travail, à l'enseignement classique, la classe inversée devrait normalement permettre à l'apprenant de se prendre en charge réellement, de se comprendre, de comprendre ses difficultés, de trouver lui-même des solutions à ses difficultés, mais aussi elle permet à l'enseignant de maximiser l'apprentissage en langue française, notamment pour la production écrite, et de donner, de remédier, si vous voulez, aux difficultés auxquelles se heurtent plutôt les apprenants. Dans cette optique de recherche, vous avez proposé proposer un travail issu d'une expérimentation bien menée, bien ficelée, qui met en valeur d'abord l'utilité et l'efficacité de la classe inversée. Et vous avez soulevé tout à l'heure un problème très important, c'est la formation des enseignants universitaires qui ne sont pas formés. Donc moi, personnellement, je n'ai pas été formé à la classe inversée, à la pédagogie numérique. Et la question que je vous poserai, quelles sont les solutions que vous proposez pour encourager les enseignants de changer les pratiques de classe, et de redynamiser la façon d'enseigner, notamment la production d'écrits que vous avez travaillé, et comment on peut encourager les enseignants universitaires à sortir des sentiers battus et à développer une autre compétence, c'est de la pédagogie numérique. Est-ce qu'il est possible actuellement, après donc, la période post-pandémique, est-ce qu'il est possible de revenir à ce mode de fonctionnement hybride, à distance et en présentiel, en contexte universitaire? Donc, je disais tout à l'heure, le travail que j'ai lu avec un grand plaisir est très important, il est pertinent, et vous avez bien maîtrisé, si vous voulez, les outils méthodologiques, hein. Il y a une très bonne quand même maîtrise des outils méthodologiques que vous avez utilisés. C'est un travail bien réfléchi, un travail bien ciblé. Vous avez atteint vos objectifs de recherche. Vous avez mené un travail sur la production de l'écrit. Et vous avez cité, je reprends M. Mugules tout à l'heure, il a soulevé la question du modèle de Rise of Flowers et de Kellogg, dont vous avez cité. Moi également, je regrette de ne pas voir une partie dans les chapitres théoriques sur les modèles de Hayes, notamment le modèle recorrigé, le modèle de Kellogg, et comment justement vous avez pu appliquer ces modèles sur les productions de l'écrit pour la classe inversée. Donc vous êtes focalisé beaucoup plus, vous avez une partie importante pour les productions de l'écrit, et vous avez aussi un questionnaire qui accompagne pour vérifier l'impact de la classe inversée en contexte universitaire. Mais aussi, j'aurais aimé voir dans cette partie analyse une partie consacrée à la cohérence du texte. Vous avez deux groupes, vous avez travaillé avec deux groupes, le groupe 1 et le groupe 2. La classe inversée, on va dire un enseignement traditionnel et un enseignement innovant. Il est dommage que vous avez quand même omis, il me semble, de consacrer une partie pour la cohérence textuelle. Quels sont moi, personnellement, je n'ai pas trouvé d'analyse sur les productions obtenues chez les deux groupes, le groupe 1 et le groupe 2. Quelle est la différence par rapport aux productions obtenues?
par rapport bien sûr à la cohérence textuelle. Donc, le passage du texte à la mise en mots ou à la textualisation, est-ce que les deux groupes ont mené des productions écrites cohérentes? D'accord? Donc, sinon, le travail, je ne dirais pas beaucoup de choses, donc je ne dirais pas beaucoup de remarques parce que le travail est bien ciblé, bien ficelé. Quelques erreurs de langue, je ne vais pas quand même en parler, mais juste, il y a quand même certains passages que je devrais signaler. Là, vous parlez par exemple en page 22, vous avez, je ne sais pas s'il s'agit d'une citation de Houssaye 2014, mais il n'y a pas de guillemets. D'accord, vous dites la pédagogie traditionnelle est un modèle d'enseignement basé sur la méthode behavioriste. C'est une pratique pédagogique qui s'appuie sur le paradigme de l'enseignement frontal. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Dans la perspective traditionnelle, l'enseignant présente le contenu de la leçon aux apprenants en classe. En revanche, la partie pratique se déroule à la maison. Là, je ne suis pas d'accord avec vous. Pour l'école behavioriste, on se base sur l'observation. L'observation, donc l'enseignant, il observe ce qu'il fait avec ses élèves ou avec ses apprenants. On peut faire des exercices sur table, mais comment on peut leur donner des exercices, par exemple, à la maison. Là, par rapport à cela, mais là, on ne sait pas s'il s'agit d'une citation, c'est votre réflexion, je ne sais pas. Il faut préciser. C'est la page 22. La page 22, d'accord. Vous citez également Champignon en 1974. Il me semble qu'il manque quelque chose. Vous dites la pédagogie traditionnelle se caractérise parce qu'elle admet une double distinction. Je crois que c'est à vérifier. Revérifier la citation. C'est la page 21. La page 21, vous revérifiez la citation. Quand on cite, il faut vraiment être fidèle à la citation, être fidèle à ce qu'on a lu et à ce qu'on veut, bien sûr, le mettre dans le travail. Tout à l'heure, M. Benguilet, il a souligné le problème de sommaire. Je crois qu'il s'agit d'une table des matières. Hein. C'est une table des matières. Ce n'est pas un sommaire. Le sommaire, il est plus court. Hein. Et vous terminez le chapitre par des résumés. Je crois qu'il s'agit bien des conclusions partielles. Ce n'est pas un résumé. Le résumé, c'est une technique d'écriture à part. Mais il s'agit des conclusions partielles. D'accord. Alors, là, vous parlez en page 95, vous évoquez des spécialistes. Vous dites les spécialistes dans l'innovation pédagogique proposent quelques conseils pratiques pour les enseignants qui souhaitent mettre en place la classe inversée et comprendre les principes de cette pédagogie hybride et qu'on vient de citer dans ce contexte, etc. Mais là, vous ne citez pas les spécialistes. Vous citez Cynthia, Idsa et Al. C'est ça? Mais elle parlait des spécialistes. Les spécialistes, on aurait aimé voir les noms des spécialistes dont vous parlez. Là, en page 117, là, vous évoquez, je crois, un point de vue personnel qui n'a pas été vérifié. Vous dites les travaux antérieurs sur l'enseignement-apprentissage de la production écrite à l'université s'appuient le plus souvent sur les fondements théoriques de la psychologie cognitive et sur les aspects cognitifs et fondamentaux de la production écrite et se sont très peu basés sur des pratiques innovantes. De qui vous parlez? Vous précisez, parce que vous dites très peu. Le mot très peu, cela veut dire vous avez fait une recherche, il y a tout un état de l'art là-dessus. Et de qui vous parlez, précisez quels sont les peu de travaux dont vous parlez. Comme ça, on aimerait bien comprendre de quoi il s'agit. En page 152, là, je crois, vous êtes oublié. Et vous parlez d'un travail, quand on prend des méthodes de juge, elle dit, rappelons que nous nous sommes appuyés dans cette analyse sur la méthode des juges, ma directrice et moi. Ah voilà, ma directrice et moi avons jugé de la pertinence des idées, etc., etc. Je crois que là, les orientations méthodologiques et scientifiques de la directrice de thèse ne doivent pas figurer dans le travail.
Donc ça vient de citer Madame Sacrane, parce que Madame Sacrane, elle est votre directrice. Déjà dans la page de garde, vous avez son nom. Et là, je crois, c'est le fait peut-être de reconnaître le suivi de Madame Sacrane. Et là, c'est pas la peine de citer dans le travail. Sinon, pour récapituler et pour terminer mon intervention, je dirais le travail de mademoiselle Boudina Besma est un travail très pertinent, très significatif, un travail de qualité. Et puis, c'est un atout pour la bibliothèque de Béjaïa. Et sur ce, je termine mon intervention et je remets la parole à M. Bitaktesh, président du jury. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup pour cette intervention très pertinente. Donc, en tant que président du jury, j'ai quelques remarques aussi. Et c'est des remarques qui viennent d'un sociolinguiste, donc un œil sociolinguiste, donc pas littéraire, sociolinguiste. Donc vous avez eu quand même des didacticiens qui ont lu votre travail, parce que la lecture de votre thèse a été très passionnante pour moi. J'ai découvert des choses et ça fait un petit peu partie de ma... On a tous vécu la période de la Covid-19 ici à l'université. On a été tous confrontés à une certaine situation très compliquée, complexe en même temps. Nous avions géré cette situation et donc quand je trouve des travaux sur ça, c'est une situation très récente quand même, c'est pas très lointain. C'est très intéressant justement que nos travaux de recherche soient contextualisés, soient utiles. Il faut qu'ils aient un impact socio-économique d'un intérêt avéré pour la société. Donc on n'est pas là pour faire de la recherche, faire de la poésie pour la classer à la bibliothèque, pour lire de la poésie pour sa propre personne, mais la recherche, elle est faite justement pour la société et dans la société. Donc, ce qui m'a plu surtout dans votre thèse, il y a deux choses. La première, ça concerne la forme en général, le travail en général. Il a été très très bien mené. Mais ce matin, j'ai confirmé d'où ça vient. Ça vient de votre papa qui est enseignant de français. Donc, il est très rare, très très rare, je le dis même à l'étranger, même en France, de trouver des thèses bien écrites dans une langue correcte. Ça, c'est tout à votre honneur et à l'honneur de l'université de Béjaïa de former des doctorants qui écrivent bien, parce que la difficulté, quand nous avons une vingtaine de doctorants qui ont eu le concours de doctorat, et à la fin, nous n'avons même pas 5 ou 6 qui arrivent à soutenir leur thèse. Le problème, ce n'est pas qu'ils n'ont pas la compétence nécessaire pour faire de la recherche, mais c'est malheureusement, généralement, dû au problème de langue. Quand le doctorant passe à la phase rédactionnelle, rédaction, réflexion, structuration, il se bloque. Donc ça, c'est un point positif. Deuxième point positif, ça concerne aussi la structure générale de la recherche, parce que la méthodologie est très importante dans une thèse de doctorat. On n'attend pas de votre thèse est-ce qu'il y ait des résultats 100% probants, mais ce qui est attendu d'une thèse de doctorat, c'est justement est-ce que vous maîtrisez les outils de l'écrit scientifique ou non? Parce que une fois que vous avez soutenu votre thèse de doctorat, vous serez mise sur le terrain de la recherche, toute seule, livrée à vous-même, faire de la recherche avec les outils acquis dans le travail. Donc, concernant maintenant la thématique, la pédagogie inversée, moi, ce qui m'a un petit peu laissé sur ma faim, c'est l'aspect justement sociolinguistique qui a été mis à l'écart. Parce que, attention, quand on est en didactique, on ne peut pas mettre à l'écart l'aspect
social de la langue. La langue vit dans la société, par la société. Si une société disparaît, la langue disparaît aussi. Et si la langue disparaît, la société disparaît aussi. C'est l'exemple de la civilisation aztèque, citée par Mouloud Mamri, qui a disparu parce que leur langue a disparu. La société a disparu, la civilisation complète a disparu. Donc, on ne peut pas faire un travail de recherche sans dresser, surtout en didactique, le profil linguistique de vos locuteurs du milieu de votre recherche. Parce que pourquoi? On ne peut pas ignorer que les problèmes que rencontrent, les problèmes d'apprentissage, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, que rencontrent nos étudiants, nos enfants, nos élèves, il vient aussi des conflits linguistiques qui sont sur le terrain, qui sont que nous vivons en Algérie avant l'indépendance et après l'indépendance, qu'on le veuille ou non. Un enfant, quand il est... Parce que souvent mes étudiants se comparent à un président américain ou français qui s'exprime dans sa langue maternelle facilement. Un Français, il naît français, il parle tout le temps la langue française. Vous voyez la facilité avec laquelle il s'exprime, parce qu'il n'a jamais eu affaire à une autre langue. Mais vous imaginez un Algérien berbérophone qui fait ses premiers pas d'apprentissage à l'école, les premières années, les 3, 4, 5, 6 années, dans une langue qui lui est étrangère, qu'il n'a jamais connue, qu'il n'a jamais entendue. Donc, dès la première année, il est mis dans une situation d'apprentissage avec une langue étrangère, langue arabe. La même chose pour un arabophone, hein, parce qu'il apprend l'arabe classique, qui n'est pas la langue maternelle, qui n'est pas sa langue maternelle. Mais le problème, il est moindre. Donc, ici à Béjaïa, vous avez déjà des étudiants qui traînent avec eux un passif linguistique un petit peu complexe, qui peuvent fausser les résultats de votre enquête. Attention, hein, parce que dire le travail collaboratif, numérique, pédagogie inversée, la raison pour laquelle l'écrit, ils ont un problème à l'écrit, ce n'est pas uniquement cela. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, n'oubliez pas que la situation, l'évolution de l'algérien. L'algérien n'est pas... Parce que vous appliquez des théories. Nous avons vu les théories auxquelles vous avez fait référence dans votre travail, sur lesquelles vous vous êtes basé. C'est des théories qui ont été utilisées à l'étranger, dans un contexte, mais vraiment tout à fait différent, de notre contexte de l'algérien. Comment il est fait l'algérien? Déjà l'algérien, le travail collaboratif, il est très récalcitrant à ce travail. L'Algérien veut travailler tout seul. L'Algérien n'aime pas travailler en groupe. Il ne faut pas l'ignorer. Premier point. Deuxième point. L'Algérien ne peut pas travailler à distance. S'il n'est pas en présentiel, l'Algérien ne travaille pas à distance. Il n'a pas les moyens qu'une personne à l'étranger a. Mademoiselle Touati nous a fait sa conférence et un Canari nous a accompagnés durant toute son intervention. Et elle est à l'aise. Hein? Vous imaginez quelqu'un qui habite la montagne ou bien dans un appartement, un F2, avec son père qui n'a jamais été scolarisé, il ne comprend absolument rien du tout au travail collaboratif à la maison. Il le voit à la maison, il l'envoie dans les champs, il l'envoie ramener du pain, faire des travaux à la maison. Mais s'il le voit au bureau, il travaille sur son ordinateur, là ça le gêne. Donc il y a beaucoup d'éléments qui interviennent. J'aurais aimé voir dans votre travail
un petit peu vous intéresser, parce que vous auriez dû peut-être adopter également, au lieu du questionnaire, l'entretien semi-directif. Voir le contexte dans lequel vivent vos interlocuteurs. Vous avez distribué un questionnaire, mais vous ne connaissez pas ces gens. Est-ce qu'ils ont des moyens, les moyens ou non? Souvent, ils n'ont pas les moyens. Attention, ce n'est pas tout le monde qui a un smartphone. Ce n'est pas tout le monde qui a l'accès à l'Internet. Hein. Vous pouvez maintenant vous déplacer ici à Béjaïa, dans quelques villages. Ils n'ont pas Internet. Ils n'ont pas. Et même le réseau, ils ne l'ont pas. Parce que c'est bien, c'est beau de dire, voilà, la pédagogie inversée, c'est bien, faire un travail collaboratif à distance, etc. Nous avons vécu des situations extrêmement très compliquées durant la Covid-19. Même si l'étudiant, il a l'Internet à la maison, il a un ordinateur à la maison, mais il n'a pas l'habitude de travailler à distance. S'il n'est pas ici en classe, devant lui un humain, parce que les rapports, attention, lorsque vous allez à l'étranger, les gens, ils ont des rapports distanciels entre eux. Ils ont de la distance. Ils sont dans le métro, personne ne parle avec l'autre. Mais ici, chez nous, dans le bus, c'est la foire. On se connaît sur place, on discute, etc. Mais donc on a cette relation humaine. Si quelqu'un veut demander quelque chose par téléphone, c'est très difficile. Il préfère le demander comme ça en présentiel, face à face, que d'appeler par téléphone, le lui demander. Donc il y a beaucoup de choses qu'il fallait prendre en considération dans votre travail, mais n'empêche, le travail est excellent. Continuez comme ça, essayez de rester dans la même spécialité, vous spécialisez dans cette optique, la pédagogie inversée, faites des propositions, mais contextualisées. Ça veut dire, parce que l'originalité, elle est où? L'originalité, elle est dans le terrain algérien. Essayez de voir tous les contours du terrain algérien et faites-nous des propositions, une expérimentation pour sortir avec une nouvelle théorie différente des théories appliquées ailleurs. D'accord? Merci beaucoup. À vous la parole. Nous remercions les membres du jury pour les remarques et les commentaires pertinents. Nous commençons d'abord par la question posée par Dr Touati portant sur le scénario pédagogique adopté. Donc, il existe plusieurs scénarios pédagogiques en classe inversée et chaque enseignant adapte le scénario de l'inversion à son contexte d'enseignement et à ses besoins, tout en favorisant bien sûr l'amélioration de l'apprentissage et en privilégiant un apprentissage actif chez l'étudiant en lui donnant la liberté d'interagir dans la construction de son savoir. Alors, dans le cadre de notre travail de recherche, nous avons adapté au mieux le scénario de l'inversion de la situation d'enseignement-apprentissage à nos besoins. S'agissant de la deuxième question relative à la résistance au changement, donc la pédagogie inversée peut susciter des résistances chez les acteurs pédagogiques dans la mesure où certains d'entre eux sont réticents à s'écarter de leur rôle traditionnel. Donc voilà, il faut avoir des leviers pour justement comprendre et réduire cette résistance chez les acteurs pédagogiques pour assurer le succès de la classe inversée. S'agissant de la question posée par professeur Menglet Hakim sur... Oui. Ne citez pas des noms, vous n'êtes pas à la cour. Vous faites une synthèse, vous donnez des réponses, d'accord? Des réponses, c'est pas...
Bektash, Bada. Non, vous donnez. OK? Eh non, elle ne doit pas citer des noms. On n'est pas à la cour. À la citation. Donc, nous nous sommes appuyés sur la 7e édition des normes APA. Voilà. Voilà, merci. Je vous en remercie. Vous avez fini? Très bien. Je redonne la parole à votre directrice de recherche. 2 minutes, si elle a quelque chose à ajouter. Alors, je tiens vraiment à remercier mes collègues pour cette expertise de qualité. Pour ma part, j'ai noté quelques remarques et je vais beaucoup plus répondre à Hakim, d'accord, quand il a parlé par exemple de la validation de l'approche, etc. Moi en tout cas j'ai lu cette thèse, je pense 20 ou 25 fois. Je l'ai corrigée depuis le début. Donc, valider, je me rappelle très bien de cette phrase. D'ailleurs, lorsqu'on s'est rencontrés lors d'une séance d'encadrement, donc j'ai fait la remarque à Besma et je lui ai dit, Besma, on dit valider expérimentalement. Et c'est ce qu'elle a écrit justement dans la thèse. On a dit valider expérimentalement, ça veut dire elle a mené une expérimentation pour valider cette théorie. Alors, maintenant pour le travail collaboratif, etc., oui, les appellations sont différentes. On dit travail collaboratif pour désigner justement le travail en binôme. Il y en a d'autres qui utilisent travail en tandem, le travail des pairs, mais quand on parle du travail coopératif, là ça diffère. Là ça diffère, on parle des coéquipiers. Des coéquipiers et on a un but. On a un but qu'il faudrait justement réaliser et un objectif à atteindre. Donc il y a une différence entre collaboratif et coopératif, mais dans collaboratif, nous avons travail en binôme, travail en tandem, travail des pairs, etc. Maintenant, pour le bas niveau et le haut niveau, ça n'a pas été dit par Besma, ça a été dit par les cognitivistes. Donc là, je ne me rappelle pas vraiment de la référence, mais moi-même qui ai déjà mené toute une recherche en psychologie cognitive et moi-même qui ai travaillé tant d'années avec Denis Legros, avec Geneviève Maroubi, avec Charles Tijus, avec les cognitivistes. Donc franchement, le bas niveau et le haut niveau, là on parle des processus cognitifs. Quand je dis bas niveau, ça ne m'appartient pas, ça a été dit par un spécialiste. En tant que doctorante, elle a repris le mot qui a été retrouvé dans les ouvrages, dans les articles scientifiques, dans les écrits scientifiques. Alors, maintenant, pour le contexte algérien et celui de Béjaïa, je tiens vraiment à te remercier, Hakim, pour cette remarque. Moi-même, j'en ai longuement parlé avec Besma tout au long de la réalisation de ce travail de thèse. Mais il faudrait savoir aussi que Besma, elle a aussi travaillé sur les productions informelles des enseignants algériens. Regardez aussi dans la thèse, c'est vrai qu'elle a adressé un questionnaire aux enseignants de Béjaïa, mais ça c'est pour la représentativité interne. Pour la représentativité externe, et vous le savez très bien, le questionnaire comme seul outil d'investigation, ça ne suffit pas. Je le lui ai dit, tu as mené tu as fait une analyse quantitative, mais il faudrait bien la compléter par une analyse qualitative. Elle s'est étalée dans la mesure où elle a été cherchée dans les blogs et dans les réseaux sociaux. Pourquoi? C'est justement parce que c'est là où les enseignants s'expriment librement et spontanément, et pour avoir des résultats plus fiables encore, donc elle a dû
faire une analyse verticale, longitudinale de Alain Chenu et Laurent, je ne me rappelle plus de Madame Skran, vous avez consommé vos 2 minutes. Excusez-moi, Monsieur Bekta, je termine. Non, vous avez Sur ce, consommé. je termine. Donc, pour la représentativité externe, ici, par exemple, les enseignants de l'Université de Béjaïa, là, je parle plus particulièrement des enseignants du département de langue et littérature française. On n'a pas vraiment trouvé un groupe comme ça sur Facebook ou sur les blogs, etc. Donc, on a été chercher encore les perceptions des enseignants algériens. Donc, Merci, madame. Merci beaucoup pour votre intervention. Donc, maintenant, nous allons délibérer. Vous pouvez sortir. Je vais laisser un petit moment de discussion pour délibérer. Merci. الناس كانوا يديدوا والله كاميرا انا كنت واليه انا sinon on compte sur WhatsApp. Voilà, c'est mieux. Ouais.